Si je vous dis qu'il a seulement 21 ans, qu'il possède une compagnie de gestion, une compagnie qui se spécialise dans l'investissement immobilier multilogement et qu'en plus, il veut se partir une compagnie de vêtements et tout ça qu'il a à peine, encore une fois, je me répète, mais 21 ans, s'il est capable, vous êtes capable, nous sommes tous capables. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business, mindset et bien entendu, sur ma chaîne, on parle de quoi? Si on parle d'immobilier, on parle d'investissement immobilier, ça veut dire qu'on parle d'argent, de cash, d'investissement, de cash flow, de rendement, de performance économique et j'en passe. Alors si ce sont des sujets qui t'intéresse et j'espère bien que ça t'intéresse à l'ère d'aujourd'hui. Alors, considère, abonne-toi. Non, même pas considère. C'est impératif. Abonne-toi à ma chaîne. Oui, abonne-toi à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Juste avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, courtier immobilier. Ça fait depuis 2010 que je suis dans le beau domaine du courtage immobilier où est-ce que mon travail consiste à aider les gens à acheter, vendre ou investir en immobilier. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes tanné de juste tout simplement vous divertir avec des vidéos et que vous aimeriez passer à l'action, allez dans le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation. Et si vous êtes quelqu'un qui a, comment je pourrais dire, qui n'a pas le temps, qui n'a pas l'expertise, mais que vous êtes trop occupé à faire de l'argent dans votre business, dans votre carrière, et que vous aimeriez bénéficier d'avoir de l'immobilier dans votre portfolio, dans votre portefeuille d'investissement, alors c'est simple. Contactez-moi, cliquez sur le lien encore une fois pour que tout simplement qu'on puisse avoir une belle conversation pour voir est-ce que je peux vous aider, qu'est-ce qui peut se faire ou quelle est la réalité du marché d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je reçois quelqu'un j'ai rencontré dernièrement. Son énergie, sa drive, ses connaissances, qu'est-ce qu'il fait, m'a fait vibrer. Puis je me suis dit, tu sais quoi, viens donc à mon bureau, viens donc dans mon podcast pour qu'on puisse partager l'information avec les gens de mon audience. Parce que vous savez, c'est ça que j'aime. Je suis dans le monde de l'immobilier, je suis un immopreneur, investisseur, courtier immobilier. Mais qu'est-ce qui me passionne aussi, c'est de voir et de savoir toutes les possibilités qui sont dans le monde de l'investissement immobilier. Puis j'ai le devoir de vous les partager. Quand j'entends quelque chose, quand je vois quelqu'un qui performe à un certain niveau, peu importe, je me dis, tu sais quoi, il faut que je vienne vous partager l'information. Donc aujourd'hui, nous avons Justin Picard, un jeune investisseur, immopreneur de seulement 21 ans. Alors, je vous le dis, il nous élabore littéralement le blueprint, la carte géographique pour comment atteindre notre objectif dans l'investissement immobilier et pas d'acheter des petits plex, mais à acheter du gros multilogement. Donc, restez jusqu'à la fin et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Thanks, man. Yes. Et Justin, comment tu vas? Ça va super bien, toi. Ça va super bien. Pour les gens qui ne te connaissent pas, juste pour mettre les gens en perspective, pour comme de la manière qu'on s'est rencontrés, puis pourquoi tu es assis devant moi, puis pourquoi je te présente à mon audience, c'est parce qu'on s'est rencontrés à la semaine de l'immobilier de MREX. Exact. Et quand on s'est rencontrés, on avait un ami en commun, un de tes partenaires. Yes. Mais qu'est-ce que j'ai aimé avec toi, c'est que tu es jeune, tu passes à l'action, tu exécutes, puis tu es déjà en train d'exécuter de grandes choses. Fait que sans voler le punch, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi, comment tu t'appelles au complet, puis d'où tu viens? Justin Picard, je suis québécois, donc je viens d'ici. J'ai grandi et je grandis encore. J'ai encore 21 ans, là, mais j'ai grandi dans une famille middle class, 2 parents encore ensemble. Fait que pour ça, je suis très reconnaissant. Dans quel coin?
Chambly. Moi, je viens de Chambly. Dans la Rive-Sud? Rive-Sud, environ à 25 minutes de Montréal. Sinon, écoute, mon adolescence a été une adolescence très normale. Autant pour certains, ça peut être normal, pour d'autres, ça peut être très intense. Pour moi, elle était normale. Je me suis lancé dans le basketball en secondaire 1, secondaire 2. Puis, il y a peut-être des gens qui vont se demander pourquoi j'amène ce sujet-là. C'est parce que le sport m'a apporté énormément de discipline, de constance, puis de knowledge au niveau entrepreneurial. Nice. Donc, j'ai commencé au basket. J'ai joué jusqu'en secondaire 5. J'ai joué au cégep aussi. Je suis allé à Jean de Brébeuf, le cégep Jean de Brébeuf. T'as étudié en quoi? J'ai étudié, à l'école, j'ai fait mes sciences fortes, maths fortes. OK. Par la suite, j'ai jamais été le meilleur à l'école. Donc, je suis allé au Collège Trinité à Saint-Bruno. Mm-hmm. J'ai jamais été le meilleur à l'école, donc ça a toujours été un défi pour moi. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait le concret. Les trucs, dès que je sortais de pas de la cour d'école, mais des classes, Mm-hmm. j'étais capable d'utiliser ce que j'apprenais puis de la mettre tout de suite en action. OK. Ce qui était une qualité au niveau du monde entrepreneurial, mais par la suite, quand tu arrives dans juste la vie en général, il n'y a aucun hate sur ça. Je respecte les gens qui continuent à aller à l'école, mais pour moi, c'était juste... J'ai découvert après 3 ans de cégep que c'était vraiment, vraiment pas pour moi. Fait que t'es pas allé à l'université? Non, je suis pas allé à l'université. T'as-tu fini ton deck? J'ai même pas fini mon deck. Je m'en allais finir mon deck, puis sur un coup de tête, j'étais comme, c'est pas ça que je veux faire, ça va m'amener à quoi? Honnêtement, Mm-hmm. fin fond du cœur, je suis même plus fier d'avoir arrêté sans avoir le papier. Puis si j'avais pas arrêté avant, peut-être que je serais pas rendu en ce moment où je suis. En passant, pour ceux qui nous écoutent, on vous dit pas d'arrêter l'école. Là. Ça, c'est juste Absolument tout simplement pas. ton Ben parcours. non. Chacun a leur propre parcours, chacun a leur propre défi, leur but. Exact. Donc, à vous de voir comment vous y rendez. Puis au contraire, à vous, moi, tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais une des choses la plus intéressante que je trouve d'aller à l'école ou de poursuivre ses études, c'est le réseau de contacts que tu bâtis. C'est les personnes que tu rencontres parce que, surtout au Québec, parce qu'on est quoi? On est genre 8 000, 10 millions de personnes, 8 millions, 10 millions de personnes, quelque chose comme ça, mais on dit que le monde est petit, mais le Québec est encore plus petit. Puis souvent, les gens que tu vas rencontrer dans tes cours, dans tes classes, à la cour d'école, peu importe, c'est des gens que tu risques de rencontrer sur le marché du travail. C'est des gens que tu risques de faire affaire avec eux autres. C'est des gens qui risquent de pouvoir t'ouvrir une porte d'opportunité. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant d'aller à l'école. C'est juste une petite bifurcation. Ben, tu as 100% raison parce que quand on parle du réseautage, on pourrait avoir un podcast de 3 heures. 100%. Puis on pas assez pour parler. Je pense qu'il faut certaines qualités. Dès le départ, il y en a qui l'ont. D'autres, il faut qu'ils la pratiquent, mais s'habituer à shaker des mains. Donc, moi, à l'école, je me suis rendu compte que j'aimais parler aux gens, en général, mais à l'école, il n'y avait personne avec qui j'aimais parler parce qu'il n'y avait personne avec qui je pouvais relate. C'est sûr que j'avais rencontré un Chris à l'école. C'est sûr que je serais allé lui serrer la main, mais à la fin de la journée, c'est pour ça un peu que je suis sorti de là. C'est parce que je me considérais comme une personne qui avait ces qualités-là pour... j'ai dit que j'ai arrêté l'école, mais j'ai jamais arrêté d'apprendre. That's it. Donc, c'est vraiment quelque chose que je me suis auto-appris, dans le sens que si tu vas plus à l'école, instruis-toi sur quelque chose que tu aimes, mais deviens le meilleur dans ce domaine-là. 100%. Okay. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. OK, là on arrête, là, on ferme la parenthèse. Le but, c'était pas parler d'école. Par contre, ça fait combien de temps que tu as arrêté l'école, juste pour mettre les gens en perspective? 21 ans, j'ai arrêté à 19 ans. OK. Donc, ça fait environ 2 ans. Je m'en vais sur mes 22 ans en février. Parfait. Donc, ouais. Fait que pourquoi je voulais t'amener ici, évidemment, l'émission s'appelle
Immobilier 101. Yes. Qu'est-ce que tu fais présentement? Short and sweet, investisseur immobilier, gestionnaire de biens immobiliers et même sur un autre côté, tout récemment, j'ai un brand de vêtements qui est mon petit côté, mon petit le fun, tu sais, mon petit côté le fun à l'extérieur du travail sérieux, professionnel dans ce domaine-là. Ça, c'est comme mon petit plaisir. Fait que je fais ça en gros. Parfait. Fait que là, tu as 21 ans, tu es investisseur immobilier. Comment, à 21 ans... Oh non, je reformule. À partir de quel moment tu es devenu... Non, à partir de quel moment tu as pris le chemin de l'immoprenariat de devenir investisseur immobilier? Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas acheter un building par moi-même. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Parfait. Raconte-nous cette histoire-là, comment tu as commencé. Ça a commencé à 19 ans quand un de mes bons amis, qui est en ce moment mon main partner Oui. en immobilier, avec qui j'ai fait mes achats durant la dernière année et demie, lui avait commencé à acheter à l'aide, dans le fond, des membres de famille qui l'avaient aidé à soit lever des fonds au niveau de la capacité d'emprunt. Je me suis tellement intéressé que j'ai décidé de, quoi de mieux qu'apprendre que sur le terrain. Donc, quand je me suis embarqué sur le terrain avec lui, gratuitement, je me promenais en auto, puis quand il s'en allait à ses plex, il y avait des triplex, quand il s'en allait à ses plex, des rencontres avec des locataires, des réparations, des rénovations, j'allais sur les lieux, puis je posais des questions, je regardais. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est sur le terrain. Par la suite, une opportunité m'est amenée par une personne que je connaissais, un ami d'un ami. C'était l'achat, dans le fond, d'une propriété, je l'appelle mon cabanon. Ça a été dit la dernière fois, j'appelle mon cabanon parce que c'est une propriété à Saint-Hubert que quand tu la regardes, il y a plusieurs belles nouvelles constructions. Combien de portes? Une porte. Fait que c'était un cabanon. C'était vraiment une porte, une petite maison. Puis j'ai décidé de l'acheter. Puis quand, dans le fond, c'était une propriété qui était hors marché. OK. Quand j'ai décidé d'investir dans cette propriété-là, c'était avec un dépôt non remboursable. Donc, comment ça fonctionne? C'est quand tu mets un dépôt non remboursable, there's no going back. OK. Tu mets ton dépôt, puis après, tu trouves une solution. Puis le prix, habituellement, il fait du sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois rapide. Puis on m'avait encouragé à le faire rapidement. Puis j'étais tanné de procrastiner. J'étais tanné de toujours attendre le bon moment quand... Comme Nicolas Harry a dit, le meilleur moment d'investir, c'était hier. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé. J'ai mis un 15 000 dépôts non remboursables. Est-ce que c'était tout ce que j'avais dans mon compte? Absolument. C'était vraiment à la scène près ce que j'avais dans mon compte, économisé au fil des années à travailler dans des travails vraiment normaux. Standard. Par la suite, j'ai réalisé que je ne savais pas que c'était quoi un courtier hypothécaire. Parce que j'ai demandé à mon partenaire, maintenant, c'est quoi que je fais? Puis il me dit, mais il faut que tu appelles un courtier hypothécaire pour ton financement. Je suis comme, c'est quoi ça? Fait que ça n'a pas parti du bon pied. Fait que j'ai dû travailler le quadruple pour aller chercher vraiment toutes les connaissances. Puis il y avait des questions, il y avait des réponses aux questions que je connaissais très bien. Puis par exemple, le processus d'achat, je le connaissais zéro. Ben oui, tu l'avais jamais fait. Exact. Fait que c'est pour ça que ça a commencé comme ça. Je me suis débrouillé. J'avais deux plans. Soit que j'allais trouver un investisseur qui mettait toute la mise de fonds parce que moi, j'avais plus rien. Okay. Ou soit que je trouvais 10 de mes amis avec 10 000 $ chaque, puis on embarquait tout le monde ensemble. Est-ce que c'était rentable? Absolument pas. Okay. Faire de cette manière-là. Mais ça, c'était mon plan 1. Okay. J'allais me débrouiller. J'allais trouver une manière de lever les fonds. J'avais pas les connaissances. J'ai commencé très tard. J'allais dire très tard comparé à, exemple, mon partenaire ou d'autres gens que je connais. Mais j'ai commencé de cette manière-là. Finalement, avec j'ai vendu cette opportunité-là via un ami. Dans le fond, c'est le père d'un de mes amis, en lui parlant directement, qui a eu l'intérêt à investir. Puis par la suite, tout est allé de l'avant. Puis il a décidé d'investir avec moi. Pourquoi ce cabanon-là? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? C'était quoi le projet? C'était quoi la vision avec ce projet-là? Ça peut amener un super bon point que des fois, on planifie le plan A puis on se rend au plan D. Il y avait rien planifié. C'est encore un cabanon. C'était pas une nouvelle construction comme on en a. Il y avait combien de c'est quoi la superficie du terrain? C'était-tu pour le mettre à terre, reconstruire? C'était zoné H1. Donc, c'était pour acheter, démolir et faire un flip. Durant le temps du COVID-ish, c'était vers la fin du COVID. Disons que c'était pas le meilleur moment de construire.
puis se lancer en immobilier avec aucune connaissance, puis faire un flip, mais pas le flip, c'est une nouvelle construction dès le départ. Combien de pieds carrés la maison que tu allais C'est une bonne question. C'est un petit 4,5 à l'intérieur. Je peux te ressortir une photo. Je me rappelle plus exactement les specs. Superficie, mais je sais qu'on pouvait bâtir une maison unifamiliale avec bachelor. OK. C'était la seule chose. Puis, j'avais appelé les villes, je m'étais informé, voir s'il n'y avait pas une possibilité de changement de zonage. Non, pas du tout. J'aurais pu demander, mais c'était pas possible. Seule chose que je savais, c'est qu'il y avait autant des vieilles maisons que des nouvelles constructions. Donc, dans le secteur La Flèche, à Saint-Hubert, c'est vraiment, ça se bâtit du nouveau, mais le processus est long. Donc, entre ma maison, il y avait 2 nouvelles constructions. Et je me suis dit, écoute, impossible que la ville refuse une nouvelle construction. Puis, c'était ça le but initial, en fait, de faire ça. Finalement, j'ai mis des locataires dedans pour le temps qu'on aille chercher les permis, fasse les plans, etc. Tout le processus pour faire une nouvelle construction. Puis, finalement, les locataires sont juste restés dedans. Ça m'a fait un certain cash flow. Ça m'a appris sur la gestion. Ça m'a appris que gérer des locataires, c'est le fun quand on s'entend bien, mais si on a des petits des back and forth, ça peut arriver, ça l'arrive, puis pour un premier locataire, ça a été difficile. Donc, ça a été une bonne leçon de vie, disons, cette maison-là. Ça n'a pas tourné comme on voulait. À la fin de la journée, là, en ce moment, ils sont encore dedans, puis on planifie la vente. On a eu un petit cash flow pendant ce temps-là, on ne va pas vendre à perte. Donc, comment tu l'as financé? Parce que tu avais quel âge? 19 ans? J'avais 20 ans. Tu avais 20 ans. Ben, comment tu as pu passer au financement? Comment tu as pu financer la propriété? Via l'investisseur. En fait, le plan était aucunement fixe. J'aime mieux rester humble et honnête. Le plan était aucunement fixe. Quand je suis arrivé sur les lieux, quand je parlais à l'investisseur, j'ai dit, écoute, j'ai besoin. Serais-tu intéressé à investir? Il me dit que oui. Il y avait un potentiel avec ce projet-là. Cette personne-là n'avait non plus jamais fait d'immobilier. Wow! Donc, c'était vraiment comme on se lançait les deux là-dedans avec son fils, que c'est à sa demande qui viennent aussi dans le projet. Puis par la suite, le financement est passé par lui majoritairement parce qu'il avait un bon salaire. Mais tu sais, quand j'y repense, est-ce qu'on aurait pu set up ça au niveau fiscal, juridique? D'une meilleure façon, plus intéressante. C'est question de se protéger, pas tout mettre à son nom personnel. J'en ai tellement appris durant la dernière année et demie que maintenant, je regarde mes anciens projets, puis come a long way. J'ai hâte de voir les prochaines années vont ressembler à quoi, mais celle-là, disons qu'elle était spéciale. Mais avoue qu'il n'y a aucune... Oui, tu aurais pu te former plus, tu aurais pu t'éduquer plus, aller chercher l'information, mais la réalité, c'est quand tu es sur le terrain, c'est comme ça. Il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre que quand tu es sur le terrain. Puis ça, on va dire c'est une dure leçon, mais techniquement, c'est pas une dure leçon. Techniquement, tu as besoin de passer par ça pour vraiment bien comprendre dans quel game tu es. Absolument. Puis, dans le fond, quand à chaque fois que quelqu'un me demande comment tu fais pour lever tes fonds, comment tu as fait pour commencer, comme je t'avais mentionné la dernière fois, il y a 3 aspects que j'utilise tout le temps. C'est super simple. C'est quand j'ai commencé, puis je le reflète toujours avec tous les projets que je fais. Voir est-ce que j'ai mis les 3 aspects. Mais tu as le temps, tu as l'énergie, parce que on est jeune, puis tu peux autant avoir la même énergie, si c'est pas plus, à 35, 45, 55, peu importe quel âge. C'est pas une excuse d'âge. Puis, tu as les connaissances, le knowledge. Dans ce projet-là, j'avais le temps, j'avais l'énergie, mais j'avais pas le knowledge. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'il ne s'est pas déroulé comme il devait. Donc, investir en soi-même, c'est la meilleure. 100%. À la place que j'aurais dû faire, c'est aller faire un cours, aller faire plusieurs formations, aller à des conférences, commencer à shaker des mains, bâtir mon CRM, bâtir mon réseau de contacts, me faire connaître. Puis en investissant, par exemple, le 15 000 que j'ai investi dans la propriété, qui ne me servait absolument à rien parce que l'argent a juste été gelé pendant... C'est tout, ouais. Ce que j'ai fait à la place, ce que j'aurais dû faire à la place, c'est prendre ce 15 000-là et aller acheter plein de formations, m'informer sur le domaine, me créer un réseau de contacts pour potentiellement apprendre maintenant ce que je sais, comment acheter sans argent. Donc, on va revenir là-dessus, hold that thought, mais... Aujourd'hui, tu es rendu à combien d'immeubles? Non. Aujourd'hui, tu es rendu à combien de portes sous gestion, combien de promesses d'achat acceptées? Là, En ce moment, tu me prends vraiment dans un moment où que
les choses, on dirait qu'à chaque 6 mois, moi et mes partenaires, on a un wake-up call. Puis c'est un wake-up call qui arrive, c'est ça, qui arrive aux 6 mois, puis on se dit, on a bien fait la dernière année, mais on est capable de faire mieux. Puis c'est toujours au niveau de restructurer. Fait au niveau des portes, en ce moment, je suis rendu à 65 portes copropriétaires. Oui. Donc, je n'ai pas 100% de mes portes, bien évidemment. Et j'en ai 157 en gestion. Donc, au niveau de ma gestion immobilière, puis la gestion est venue complètement après. T'sais, ça n'a pas été dès le départ, ça n'a pas été une idée. T'sais, j'ai eu l'idée d'un ami de faire ça. Ça, c'est une autre histoire à raconter aussi, tantôt, comment le tout a commencé. Mais non, j'ai ce X nombre de portes-là. Puis le tout est en gestion. Tout se passe bien. On a réussi à bien structurer ça. L'organisation, elle devient de plus en plus sharp à ce niveau-là. Puis, c'est ça. En ce moment, on achète un 12 à Pointe-aux-Trembles. On a une promesse d'achat acceptée sur un 22 logements à Ville-Marie. OK. Ensuite, on a un building commercial on va avoir, on le sait avec des faits, on a parlé avec le vendeur, mais une promesse d'achat acceptée dans les prochains 48 heures sur un building commercial à Blainville. Ça, c'est un autre type de transaction. C'est clair. C'est une transaction que je regarde les chiffres puis j'en ai peur. Dans le sens que, est-ce que j'en ai peur pour me débalancer? Absolument pas. Ça me motive, mais c'est vraiment une première atout. Puis si on réussit à rendre ce projet-là... À l'exécuter, à le réaliser... Boom. Ça va être la première des énormes réussites là, qu'on va faire, moi et mes parents. Mais on retourne en arrière. Là, tu as acheté la première propriété, tu as appris. Puis comme que je dis à tout le monde, ta première propriété, c'est ta propriété d'entrée de jeu, c'est ta propriété de tremplin, c'est ta propriété que ce soit qui va te permettre de créer un effet de levier, de créer de la valeur, ou sinon de laisser erreur, d'apprendre aussi, de voir, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que c'est fait pour toi? Mais c'est à ça que ça sert la première propriété. Fait que là, tu as acheté ta première propriété, boum, comment tu as pu scale aussi rapidement puis te rendre là? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as appris de la première? Tu as appris de tes erreurs, mais je veux dire, comment tu as pu scale basé sur la première pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui? En gardant le même modèle d'affaires. Dans le sens, j'ai vu le modèle d'affaires qui a fonctionné et j'ai fait un copier-coller pour les autres. Okay. Est-ce que ça a fonctionné comme on voulait? Absolument pas, mais j'ai vu qu'aller utiliser, j'ai le temps, l'énergie et les connaissances qui peuvent toujours être développées, les connaissances, le temps et l'énergie aussi, qui peuvent être rentabilisées. Et à moi d'aller chercher ce que les gens n'ont pas le temps d'aller chercher, n'ont pas l'énergie d'aller chercher, n'ont pas les connaissances pour aller chercher, ce qui est l'opportunité. Et par la suite, aller trouver les gens qui ont l'argent et la capacité d'emprunt et leur offrir cette opportunité-là pour avoir une future rentabilité. Et de gérer le projet pour faire en sorte que cette rentabilité arrive. Super. Donc, c'est comme ça. L'autre propriété que tu as achetée, justement, c'était quoi exactement? J'ai acheté... Après, j'ai acheté un 5 logements à Ville-Marie avec des partenaires. J'ai acheté un 5 logements à Hochelaga Maisonneuve. Ça a été un de nos très bons coups. Puis comment, à partir de là, encore une fois, ta première, là, tu te dis, OK, parfait, je sais comment, justement, là, mieux me structurer, tu as le temps, l'énergie. Là, tu t'es focalisé sur la levée de capitaux, dans le fond. Parce que c'est ça qui te manquait, c'était de financer ces deux opportunités-là. Absolument. Comment tu fais ça? Comment que quelqu'un qui se dit, bon, ben, qui te voit, qui te regarde, qui dit, OK, ben, moi, je voudrais faire la même chose. C'est comment qu'on s'y prend, sans trop rentrer dans les détails, là, mais c'est comment qu'on s'y prend pour, justement, là, trouver des partenaires financiers? Être prêt. On peut pas arriver puis faire tout. Tu sais, tu peux pas faire l'étape 3 avant l'étape 1. Fait que c'est vraiment... C'est quoi l'étape 1? L'étape 1, c'est ta structure. Tu peux pas arriver avec un projet, mais pas avoir de connaissances. Tu peux pas arriver avec toutes les connaissances au monde, mais tu n'as aucun projet à présenter. Tu peux avoir un investisseur, mais tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de projet. T'sais. Donc, l'important, c'est l'étape 1, c'est vraiment... on va même pas à l'opportunité, on va vraiment aux 3 valeurs principales, le temps, l'énergie et les connaissances. Est-ce que les 3, on les a? Parfait. Ensuite... les contacts. Les contacts, c'est à l'infini. Tu n'as jamais assez de contacts. Fait que mon surnom
dans ce domaine-là, là, entre amis, autant que... C'était surtout dans ma gang d'amis que j'avais depuis le cégep, c'était le gars des contacts. Parce qu'à chaque fois que je voyais soit une auto dehors, à chaque fois que je voyais... quand je parle d'auto, je parle une supercar ou Des voitures exotiques. des voitures exotiques. Puis automatiquement, j'avais le réflexe de nommer le propriétaire. Arrête. Parce que j'avais souvent, ça arrivait une fois peut-être sur 3 que j'étais capable de le nommer. Je les connais pas toutes encore. J'aimerais Oui, ça. mais Là. dans le secteur de Chambly... Dans Rive-Sud, en général, les gens se déplacent. À Montréal aussi, ça m'est arrivé d'en voir quelques-uns. Puis aussi... des supercars, t'en as pas des tonnes non plus, là. Exact. Puis des fois, je connaissais pas son nom, mais je connaissais ce qu'il faisait, Oh, dans ouais. quelle industrie il était. Donc, tu sais, j'étais capable de nommer ça, puis... Puis qu'est-ce que tu faisais quand tu voyais le beau char? Parce que tu m'expliquais ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant, mais c'est quoi que tu faisais quand tu voyais, mettons, tu sors du resto ou tu es dans un parking lot, tu vois un beau véhicule de luxe. Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton réflexe? J'ai sauté cette étape-là en plus parce que, on s'est raconté la dernière fois, j'ai commencé à connaître un peu comment le domaine de l'immobilier fonctionnait. C'était quoi, en fait, l'immobilier à cause de M. Carl, qui est quand même Investissement, en fait, c'est une compagnie de développement de terrain. En fait, je ne veux pas en dire trop. Je ne sais pas si ont changé leur modèle d'affaires. C'est correct. J'avais fait un petit stage avec eux au cégep. Puis la manière que je l'ai rencontré, c'est super simple. C'est simple, mais assez unique. Assez audacieux. Oui, exact. Je revenais de l'école du cégep en autobus. Je n'avais pas encore d'auto. Donc, je me revenais en autobus. Puis là, je vois une Lamborghini Aventador SV blanche, décapotable, qui passe à côté. Je l'ai entendu avant de la voir. Puis là, après, j'ai jamais vu ça à Chambly. À Chambly, il y a des... Rien contre ça, mais il y a des Elantra, puis des autos tout à fait normales. Des Mercedes, des BMW. Il y a tout type d'autos, puis voir ces autos-là dans ces villes-là, c'est comme, wow, OK, c'est quoi qu'il fait, pourquoi il est ici? Donc là, j'ai débarqué de l'autobus dans le stationnement incitatif de Chambly. Mes parents, en fait, ma mère venait me chercher au stationnement incitatif de Chambly. Puis j'ai vu elle n'était pas encore arrivée, j'ai vu dans l'autre bord de la rue, en fait, proche d'Isatis à Chambly, dans le stationnement, la Lamborghini. Elle était parquée là, stationnée. Le propriétaire n'était pas là. Donc, je suis allé la voir comme un enfant, comme n'importe quel... Dans un cœur de... J'ai encore mon petit cœur de garçon, fait que, tu sais, j'ai vu l'auto, je suis allé prendre des photos, je l'ai juste examiné de A à Z, puis j'ai adoré. Donc là, je pensais, puis l'idée première était de faire un tour dans cette auto-là. C'était jamais de savoir ce que la personne faisait dans la vie. Donc, j'ai dit, comment je pourrais m'arranger pour faire un tour d'Aventador SV? Fait que là, je pense, ma mère s'en vient. J'ouvre la porte de l'auto au passager. Je demande à ma mère, aurais-tu un papier puis un crayon? Elle me donne une napkin du Subway ou du McDonald's puis un crayon qui marche à moitié. Je vais faire avec ça. Je m'installe sur la vitre, j'écris mon nom. Je fais un beau petit texte de présentation qui dit qui je suis. Très court, très simple. Je laisse mes coordonnées. Je laisse aussi surtout mon âge pour lui faire réaliser que je suis pas nécessairement vieux. Je suis pas, exemple, quelqu'un qui est rendu à 65 ans. Tu sais, c'est moins tentant. Puis l'initiative était là. Donc, je me suis dit, c'est sûr que quelqu'un comme ça va aussi y rappeler potentiellement, à part s'il est né dans une famille très, très riche. Mais dès qu'il a un bon cœur, c'est une bonne personne, puis il est parti aussi au même niveau que moi, il y a plus de chances qu'il accepte qu'il refuse. Donc là, je laisse ça. J'ai un petit message de présentation, puis vu qu'elle était décapotable, je fais juste dropper la napkin dans l'auto. Le souper passe. Au souper, je reçois un texto. Il se présente. Il dit « ça me ferait un gros plaisir ». Puis dans le texto, dans le message sur la napkin, j'allais y offrir un montant là, pour faire la ride. Là. Je voulais juste... J'étais jamais embarqué dans une auto comme ça de ma vie. Je voulais vivre cette expérience-là. Ouais. Puis en faisant le tour, peut-être, je te dirais 2 semaines plus tard, parce qu'il était occupé pendant ce temps-là, il vient me chercher chez moi. Je l'entendais... du boulevard. Moi, j'habite dans un quartier tranquille. Tranquille. Je l'entendais du boulevard. Je dis à mon frère, il s'en vient, tu l'entends? Absolument. On sort dehors, l'auto arrive. J'ai encore quelques photos en plus. Puis non, c'était vraiment un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Puis par la suite, la discussion, on a eu peut-être un petit 15-20 minutes. On a fait un tour de Chambly maximum. Puis par la suite, il m'a expliqué ce qu'il faisait. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée, puis de la confirmation que, bon, ça, c'est un bon modèle d'investissement. Puis il m'en a appris beaucoup au niveau des valeurs. Sur le peu de temps qu'on avait, il m'a appris beaucoup sur
c'est pas juste les autos qui est important. OK. Il faut que tu aimes ce que tu fais. 100%. J'ai toujours gardé ça en tête aussi, puis savoir que lui, en ce moment, peut-être qu'il a une auto, mais au moins, il est heureux. C'est pas à cause de son auto qu'il est heureux, mais c'est à cause qu'il fait ce qu'il aime, puis l'argent vient avec par la suite. That's it. Yes. Fait que là, t'as rencontré ce gars-là qui t'a ouvert les yeux. Dans le fond, c'est lui qui t'a comme initié, si je peux dire ça, au monde de l'investissement immobilier. Puis t'avais quel âge exactement à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 18 ans. Je me rappelle avoir écrit le chiffre 18. Ouais. Wow. Ouais, Fait que c'est comme ça qui t'a allumé la flamme pour te dire je m'en vais dans cette direction-là. Puis c'est à cause de lui, dans le fond, tu as fait ta première acquisition? Pas du tout. En fait, c'est vraiment la personne m'a apporté, m'a intrigué au sujet. C'est moi qui est allé faire par la suite mes recherches. On n'avait pas assez de temps pour en parler. C'est un contact que j'ai gardé dans la poche. Je ne l'ai pas rappelé. Ça me fait penser. J'ai lâché un petit texto après bientôt. Ben oui, après le podcast pour voir comment. C'est juste prendre de ses nouvelles. Mais écoute, c'est lui qui m'a apporté le sujet. Je m'y connaissais déjà un petit peu. Mais là, voir quelqu'un qui le fait réellement puis qui a réussi à mes yeux, qui avait réussi, il y a toujours plusieurs aspects à réussir. 100%. Au niveau financier, il avait réussi. J'ai posé énormément de questions. Par la suite, peut-être deux semaines après ça, dans mon cours de gestion de commerce, on avait un stage à faire. Fait que le premier que j'ai appelé, c'était lui. OK. Fait qu'avec ça, j'ai compris que la game des contacts est importante. 100%. Parce que dès que tu arrives avec une opportunité, tu veux pas la laisser tomber parce que tu as un manque de connaissances ou tu as un manque de personnes pour t'aider à accomplir ça. Donc, la seconde, je l'ai appelé, la seconde, il a accepté. Puis, depuis ce temps-là, à chaque fois que je passe une transaction, j'ai une petite réussite dans ma journée à cause que j'ai pris le téléphone rapidement ou quoi que ce soit. Il y a juste quelque chose de bien qui se passe à cause que je me suis préparé en considération. Je repense à cet événement-là. Puis, je suis allé faire un stage avec lui à ses bureaux à Carignan. Puis, c'est là que j'en ai appris le plus. C'est là que les questions, j'en avais à l'infini. Je faisais mes recherches le soir. Mais, tu sais, surtout quand une personne est rendue autant à un haut niveau. Il avait quel âge, lui? Quand même jeune. Je pense, je dirais, dans la 35, 36 ans. Fait que lui, développement de terrain. Développement de terrain, exact. Puis il a commencé, si je me trompe pas, à 25-26. Avant, il travaillait comme dans des banques ou quoi que ce soit. Il commençait avec des flips quand c'était le temps d'en faire. Oui. Puis par la suite, il s'est lancé dans le domaine à 100%. Puis il est très intelligent, le gars. Super. Fait que là, tu nous as parlé des 3 étapes avant de commencer à penser à lever des capitaux. Mais là, quand on a fait les 3 étapes, puis qu'on est prêt, c'est comment qu'on procède justement là pour se dire, bon, tu sais quoi, c'est l'opportunité que j'ai devant moi, seul, je suis pas capable, mais en partenariat, ce serait possible. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes par la suite? Analyser l'opportunité. Donc, première chose que tu fais, tu analyses l'opportunité, puis ensuite de ça, avec les notes que tu t'es laissées par investisseur potentiel. En fait, quand je dis investisseur, je dis des gens avec de la liquidité. Je sais qu'ils ont les moyens d'investir s'ils voient une opportunité. Donc, je vais être franc et honnête avec toi, il n'y a pas de plan fixe. On se débrouille à chaque fois qu'on a un projet. Je vais juste mettre mes chances le plus possible de mon côté. Puis lorsqu'il va y avoir une opportunité sur la table, je vais regarder à travers mon CRM pour voir c'est qui les investisseurs qui seraient le plus intéressés et qui auraient le plus de potentiel à pouvoir acheter une propriété du type. Puis je vais lâcher l'appel. Je vais envoyer l'information. Je vais expliquer. On va se booker un meeting. C'est un meeting avec mes partenaires. On en parle, on en discute, point fort, point faible. Puis par la suite, il y a quelqu'un qui va débloquer, puis on décide d'y aller de l'avant. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est sûr que je pourrais rentrer vraiment dans plus de détails. Mais à la fin de la journée, les gens pensent que c'est étape 1, check. Étape 2, il y a des gens qui sont très séquentiels. Moi, je suis quelqu'un qui est très structuré dans la vie. Mais à la fin de la journée, merci, c'est apprécié, mais à la fin de la journée, c'est impossible d'être structuré à 100%, surtout avec juste on n'a pas énormément non plus d'années dans le domaine, puis on est toujours en train de se réajuster. 100%. Puis là, c'est pour ça que la gestion n'est pas arrivée au début, mais est arrivée en plein milieu. Même, je te dirais, ça fait pas tant longtemps qu'est arrivée la gestion parce qu'on a réalisé qu'on n'était pas capable de fournir des beaux papiers crayons, puis des allers-retours. C'est une énorme perte de temps, perte d'énergie. Puis je retourne toujours à mes trois valeurs à avoir dès le départ. Puis je voyais que j'en dépensais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur quelque chose dont je n'étais plus capable d'apprendre autant comme avant. Je comprends.
Donc, à cause de ça, je dois me réajuster. T'as-tu suivi des formations? Oui, quelques-unes, mais mes formations, c'est shaker des mains puis poser mes questions. OK. C'est la plus grande valeur d'un entrepreneur, c'est être curieux. Parce que tantôt, on en parlait justement, tu disais que tu aurais pris le 15 000, tu l'aurais investi justement pour te former. Mais toi, l'école que tu es allé suivre, c'est d'aller directement aux sources des gens qui ont les connaissances, des gens qui ont l'expertise en tant que doc. Qu'est-ce que tu fais, qui développent des projets, qui font du développement immobilier, qui... Ouais. Exact. C'est un 2 en 1. Quand tu arrives, tu shakes une main à quelqu'un, tu shakes la main à quelqu'un, puis la personne, tu as énormément de questions à poser à la personne. Non seulement ça prouve un intérêt, mais ça développe un lien de confiance avec la personne. Donc, si jamais je m'améliore, si jamais je deviens meilleur dans le domaine, puis j'ai une opportunité pour lui, il va voir à quel point je suis parti de zéro, puis je m'en suis rendu à ce point-là. Puis, lorsque j'apporte l'opportunité, c'est vraiment toujours l'analyse psychologique de la manière de faire. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire par là, mais c'est toujours, bon, je commence, je sais que je suis vraiment innocent dans le domaine, mais je le sais que si je me mets à sa place puis il voit un jeune entrepreneur qui met du temps, met de l'intérêt, qui a de l'ambition, est-ce qu'il y a de l'ambition, qui voit loin, il va jamais m'oublier. Ça va le marquer, puis moi, mon rêve plus tard, c'est de me faire poser ces mêmes questions-là par un jeune de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30, peu importe, mais avec autant d'intérêt parce qu'il y a puis je vois qu'il y a un potentiel, puis de le voir grandir là-dedans. Si je suis capable d'aider plus tard, ça va être génial. Donc, il n'y a pas vraiment de manière fixe de faire. On est toujours en réajustement, puis moi, c'est vraiment comme ça. Mes formations, c'est poser mes questions. C'est comme ça que j'ai appris. Est-ce que dès que je vais avoir le temps de prendre des formations, je vais le prendre? Absolument. J'ai hâte. Super. J'ai hâte. Puis, pour revenir à justement ta structure, comment tu t'es... Tu sais, encore une fois, c'est sûr qu'on peut pas rester là pendant des heures, mais admettons, comment l'aspect légal, parce que, tu sais, pour lever des capitaux, il faut être régi par l'AMF, blablabla, blablabla. Mais c'est sûr, quand il y a des zones, comment je pourrais dire, il y a des balises, justement, quand tu connais la personne, quand tu as une relation avec la personne, ça, c'est différent. Mais je veux dire, comment que, justement, de l'avoir jamais fait à où tu es allé prendre les connaissances de comment structurer pour l'aspect légal, pour que ça soit fair pour tout le monde, puis que, justement, là, il n'y a pas de crosse, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, c'est précis. Encore, je retourne à s'informer. Donc, je suis allé voir des professionnels qui pouvaient me permettre. J'avais un feeling, c'est souvent un gut feeling de « me semble, il y a quelque chose qui manque ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Me semble, puis ça, un entrepreneur va extrêmement relate à ça. Me semble qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Il y a toujours quelque chose que tu veux toujours améliorer. Il y a toujours quelque chose. Tu as l'impression que tu es tout le temps pessimiste. Puis de là est venue l'initiative d'aller rencontrer un avocat, rencontrer un comptable. Est-ce que j'ai investi là-dedans? Beaucoup. Est-ce que j'ai investi pour rencontrer des comptables et poser mes questions? Absolument. Avocat en droit immobilier, toutes sortes d'avocats. Avocat en droit immobilier, surtout. Et le fameux... Pour rédiger les contrats. Exact. Puis le fameux fiscaliste. OK. Donc, notaire aussi. Mais le fiscaliste m'a aidé beaucoup puis a apporté beaucoup de changements à la manière qu'on achète en ce moment. Donc, la manière qu'on achète, c'est simple. On a la propriété en tant que telle. On signe les promesses d'achat avec nos compagnies opérantes. Donc, exemple, moi, de mon côté, j'ai Picard Gestion Capital Inc. Je vais mettre mon nom sur la promesse d'achat. Par la suite, si mon autre partenaire veut la mettre, il va la mettre aussi. Puis ça nous laisse le temps d'avoir la propriété sécurisée à notre nom. Par la suite, on s'en va chercher les fonds. Alors, je les appelle, envoie l'information, vend la propriété comme n'importe qui le ferait pour créer le projet. Puis par la suite, avant l'achat, on crée cette opportunité-là avec l'investisseur. Et au niveau plus juridique, fiscal, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée une compagnie. On met l'immeuble. La compagnie détient l'immeuble. OK. Et chacun des unités, dont des actionnaires, dans cette transaction-là, a un X nombre d'actions actionnaire de cette compagnie-là qui détient l'immeuble. Je comprends. Donc, à la place de le mettre au personnel, puis à la fin de la journée, ça plafonne assez vite à l'âge de 21 ans. Exactement. Ça, c'est une manière d'acheter qui est infinie. Donc, c'est vraiment avoir ma propre compagnie qui achète des actions d'une compagnie qui détient un immeuble. Puis par la suite, c'est super simple. Lorsqu'on veut rendre les choses légales, à chaque fois, on fait une convention d'actionnaire sur tout ce qui a été établi comme entente avant achat.
chacun signe la convention d'actionnaire. Comme ça, tout le monde aussi est protégé dans le processus de transaction puis dans le projet en général. Tout à fait. Boum, c'était vraiment clair, c'est vraiment précis. J'apprécie vraiment que tu nous as décortiqué le tout parce que souvent, on entend justement des gens qui... Souvent, c'est la question qui me revient souvent. Chris, j'ai entendu dire, j'ai vu un podcast, j'ai vu un webinaire, j'ai vu ci, j'ai vu ça. La personne est partie de 0 à X nombre de portes en X laps de temps. Comment qu'ils ont fait? Dans le fond, c'est exactement qu'est-ce que tu viens de nous expliquer. Exact. Puis j'apprécie que tu prends le temps parce que souvent, c'est ça l'affaire qui arrive, c'est que les gens, ils expliquent, les gens expliquent où est-ce qu'ils sont rendus ou qu'est-ce qu'ils ont accompli, mais ils n'expliquent pas le comment. Fait que j'apprécie énormément que tu nous as pris le temps. Je peux en avoir appris à des gens à la maison là-dessus. C'est rien de très compliqué parce qu'une rencontre avec un fiscaliste va te permettre d'apprendre ça. Mais souvent, les gens n'ont pas l'initiative d'aller le voir, veulent se lancer dans le domaine, mais c'est apprendre les bases pour s'assurer de bien commencer et être structuré. C'est le meilleur conseil que je peux donner parce qu'au début, il n'y en avait pas de structure. C'était vraiment bric-à-brac, puis je suis capable d'être honnête avec ça. Puis aussi, tu l'as mentionné à quelques reprises, pourquoi, entre-temps, tu as parti d'une compagnie de développement immobilier qui achète des immeubles, qui se concentre sur faire de la création de valeur, si je ne me trompe pas. Puis, puis tu as pivoté. Explique-nous un petit peu l'histoire derrière la compagnie de gestion. OK. Bon, ben au niveau de la levée de capitaux, ça a été simple. Je veux faire de l'immobilier, j'ai pas les fonds, trouve une solution. OK. C'est vraiment, donne-toi un coup de pied dans le... Puis là, tu avais quel âge? J'avais 20 ans quand j'ai commencé. J'ai Parfait. 21, ça fait tellement pas longtemps, mais... Ben, j'aime ça le répéter. Je Ouais. le fais répéter pour que les gens, ils entrent, puis le clou, il rentre, là. J'ai 21 ans. Pour réaliser que Fudge, OK, si toi, t'es capable, tout le monde est capable. Là. Tu sais, sans te dénigrer toi, mais je veux dire, comme, tu comprends, t'as juste eu les guts de le faire. Ben C'est oui, ça que j'aime, man. 100%, Respect. yes. Ben, continue. Ben écoute, c'est prendre action. Fait que moi, quand je suis arrivé, tu sais, 28 février 2003, là, je peux pas avoir plus de 21 ans que ça. Puis quand j'ai commencé, c'était vraiment, t'as pas les fonds, t'as pas la capacité d'emprunt, fonce, trouve une solution, t'as pas le choix. Sinon, ça sera pas l'école ta solution. Fait que maintenant, réajuste-toi puis trouve-en une parce que la vie te donnait pas le choix. Je me suis auto-donné pas le choix, donc j'avais pas le choix de réussir. C'est quand tu es rendu dans un coin, puis tu peux constamment plus reculer, plus procrastiner, tu peux juste avancer de l'avant. That's it. Puis juste parenthèse aussi, qui va dans la même lignée, je pense que c'est là que tu me disais comme, OK, tu voulais te lancer, t'as regardé ta mère ou t'avais pas les fonds ou... Ouais, en fait, je voulais me lancer, puis des fois, il y a des gens qui vont avoir tendance à « Ah, papa, maman, ah, famille. Mm-hmm. » Non, vraiment pas. Ça a été vraiment... Mes parents ont toujours été extrêmement là pour moi. Ou je pense que, non, l'histoire que tu me racontais la dernière fois qu'on s'est vu, c'est, je pense que ta mère, elle avait accès à un CRM. Ta mère gère quelque chose, puis tu as dupliqué le CRM. Qu'est-ce que tu as intégré? Non, attends, c'était quoi déjà ça? Non, je me rappelle plus. C'était par rapport à mon CRM? Oui, je pense que ta mère, elle utilise un CRM pour sa business, ses compagnies ou quelque chose. Puis Non, en fait, non, c'était pas exactement ça qui s'est passé. Mais exemple, si on parle de mon CRM, au début, tout était dans le téléphone contact. Ou plutôt, je reformule la question. C'est quoi l'importance qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la business que tu es en train de grossir, de monter? C'est quoi l'importance d'un CRM? Ah, écoute, je l'ai en passant, il y a 4-5 mois, je savais pas c'était quoi un CRM. Fait encore là, Customer Retention Management. Exact. Puis, en fait, moi, je dis liste de contacts. Yes. C'est même pas nommé CRM dans mon Google Drive, c'est liste de contacts. Puis, j'ai passé à travers mes 1000 quelques contacts, puis que j'avais tout amassé. Mais là, exemple, tu oublies un nom, comment tu fais pour le retrouver? Fait que là, j'ai écrivé le nom de la personne, courtier immobilier. Mais quand tu es rendu avec 120, 130, 250 courtiers immobiliers dans tes contacts, il est long de trouver le nom, puis de te rappeler un peu. Fait que ce que j'ai fait à la place, c'est vraiment juste un gros document qui, je l'ai par classe. J'ai investisseur, courtier immobilier, courtier hypothécaire, courtier en assurance, j'ai prêteur privé, j'ai employé, j'ai tous les employés de tout type de domaine. Fait que si j'ai besoin de réparation de toiture, je sais qui est appelé, avec qui j'ai fait affaire dans le passé. Cette personne-là, peut-être que je ne l'ai jamais appelé, peut-être que je n'ai jamais fait affaire, mais c'est qui me l'a référé pour les remerciements par la suite si jamais je décide de faire affaire avec. C'est quelque chose de très complet pour vraiment toujours offrir un professionnalisme vraiment, vraiment bon. Mais c'est ça m'aide à vraiment me retrouver dans mes contacts parce que c'est ça ma valeur sûre. C'est ça que dès que j'ai le numéro,
à quelqu'un, moi je l'ai dit en plus hier à une personne, c'est oublie pas, des wins, ça peut être quelque chose de très gros, mais une win, c'est tu as réussi à avoir le contact de la personne, tu as son numéro, comme ça, n'importe quand tu peux la rejoindre. 100%. Puis, je vais renchérir là-dessus. Tu vois, j'étais formateur dans une firme d'entrepreneuriat. Puis, le gars qui l'avait fondé, une des choses, dans un des modules, c'était le CRM, c'était la base de données. Puis, qu'est-ce qu'il disait, c'était que il y a de l'argent dans une base de données. De se bâtir une base de données, ça vaut beaucoup d'argent parce que dis-toi que plus gros est ta base de données, tu fais un appel à l'action, comme tu viens de dire, puis cet appel à l'action-là, admettons, tu as justement là, t'as une personne qui répond, mais que cette personne-là te permet de réaliser, de conclure un deal, boum. En quelques clics, tu as eu la réponse, tu as eu la solution. Fait que c'est ça l'importance de la base de données. Puis revenons justement là, parce que je t'ai coupé puis je t'ai segoué vers cette question-là, mais revenons justement à la compagnie de gestion. Fait que là, t'as pas d'argent, your back is against the wall. Pourquoi tu t'es dit, bon, OK, une compagnie de gestion, c'est quoi le but, l'intention derrière? Mais comme je disais au début, ça a commencé avec l'achat de propriété, puis celui encore, la levée de capitaux. Par la suite, c'est la réalisation d'un énorme manque de structure, un énorme manque d'organisation. Puis avec toutes les connaissances, tous les contacts qu'on a, pourquoi on n'est pas capable d'acheter plus? Parce qu'on passe trop de temps sur les choses qu'on pourrait rendre, on pourrait automatiser, qu'on pourrait plus arrêter de s'en occuper puis laisser notre... Ça, c'est le meilleur outil que tu pourrais jamais avoir. Ordinateur, même chose, je prends dire pendant des jours par rapport à ça. Donc, on s'est informé au niveau des plateformes qu'on pourrait instaurer pour rendre ça automatisé. Donc, on utilise par exemple Plexflow pour notre compagnie de gestion. Tout est généré par ça, l'entrée et la sortie d'argent. Notre Plexflow est aussi relié directement à QuickBooks, qui est un logiciel comptable que notre comptable utilise pour faire la tenue de livre qu'on offre pour notre comptabilité. Donc, c'est pas notre comptabilité, notre compagnie de gestion. Donc, tu sais, ça, c'est une des choses qu'on offre, qu'il y a beaucoup de compagnies de gestion qui n'offrent pas encore. Puis c'est tout ce lien-là que maintenant, en un clic, je suis capable de voir, tu sais, une petite défilée sur tous les immeubles que j'ai. Je suis capable de voir c'est qui a payé, c'est qui n'a pas payé. Ensuite, un deuxième clic, je suis capable d'envoyer tous les courriels, un courriel automatique qui dit ton paiement n'a pas été fait. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui ont des oublis ou quoi que ce soit. Puis en un autre clic, je suis capable d'envoyer tous les courriels nécessaires pour aviser les locataires. Puis par la suite, c'est sûr s'il y a des procédures judiciaires à aller, le fameux TAL, on y va de l'avant. Mais à la fin de la journée, à cause de ce logiciel-là, il vient autant en aide pour nous, pour la gestion de notre temps, la gestion aussi de notre énergie, mais surtout aussi aux locataires. C'est beaucoup moins compliqué maintenant avec les prélèvements autorisés, les prélèvements automatiques autorisés. Il y a même possibilité de faire des paiements par carte de crédit. Bâtir un certain crédit aussi avec la banque, à passer ton loyer sur ça. Il y a tellement plusieurs manières de faire, puis j'en ai tellement appris beaucoup sur cette application-là. Puis ça, c'est un des exemples qu'on a apporté, dans le fond, à notre compagnie, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin vraiment de passer du temps à, bon, on a un nouveau locataire, excellent, il faut se rendre de Chambly à Brossard, timer la personne avec toi, booker le rendez-vous, se déplacer, papier, crayon, le beige, je te passe ta copie, tu me passes... Non, un clic, tout est fait. Je m'occupe de remplir le dossier avant, toi tu signes. Ça te prend quelques clics pour signer via... Signature électronique. Signature électronique, puis par la suite, c'est réglé. On a nos dossiers d'enregistrés, puis si jamais tu le perds, c'est pas parce que c'était papier, c'est juste que tu l'as pas bien classé. J'ai les preuves que tout aussi est tracé. Fait que c'est ça qui est le fun. On tire vers la fin. J'ai quelques petites questions pour toi avant de terminer. Justement, mise en situation. Ouais. Tu as levé les capitaux, tu as les fonds, tu as 3 opportunités. Tu as une construction neuve qui est vide, que tu peux louer. Tu as une propriété que la coquille est bonne, mais elle a besoin d'amour, d'upgrade. Puis les beaux aussi, ça laisse à désirer, mais il y a de la place à faire de quoi avec ça. Ou sinon, c'est une propriété que tu peux mettre à terre. Lequel des 3 tu choisis et pourquoi? Propriété à mettre à terre pour une nouvelle construction. Puis le premier, c'était quoi, rappelle-moi? Le premier, c'est une construction neuve. Une construction neuve. J'irais... Puis celui du milieu, c'est une création de valeur que tu peux faire. Création de valeur. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. En ce moment, c'est ça qu'on fait. Pourquoi? La raison que j'irais vraiment
pour ça, c'est parce que je sais comment créer la valeur, je sais comment vendre le projet, je sais comment l'apporter à un investisseur, puis je sais comment y apporter une certaine valeur pour que l'investisseur soit satisfait, moi je sois satisfait. Est-ce qu'il y a une valeur à créer avec une nouvelle construction? Est-ce qu'il y a une valeur à créer avec une propriété à démolir puis à reconstruire à nouveau? Absolument. Je dis pas le contraire. Savoir ses forces et faiblesses, se spécialiser dans un certain créneau. Est-ce qu'un jour, je vais m'en aller dans la nouvelle construction? Est-ce que ça va être un déclic qu'on va avoir, puis on va avoir un projet qui va nous arriver sur la table, puis on va être comme go, on se lance là-dedans? Absolument. C'est sûr que oui. En ce moment, on regarde beaucoup dans le mini-entrepôt. On a un projet sur la table qui est en négociation, mais on s'intéresse à tout. Mais si tu me demandais maintenant c'est quoi que je ferais, un offre pour ta deuxième option. Boom! J'adore. 3 petits conseils que tu pourrais partager justement aux gens qui nous écoutent, qui voudraient faire comme toi ou qui veulent se lancer dans l'immobilier. 3 conseils. Entrepreneurial ou plus axé sur l'immobilier? Entrepreneurial, let's go. Entrepreneurial, prendre action. Honnêtement, prendre action, c'est le meilleur conseil. Je vais les compter, là. Je vais utiliser mes doigts parce que je vais perdre le fil. Prendre action, c'est vraiment la chose qui va différencier un wannabe entrepreneur à un vrai entrepreneur. J'aime ça. Savoir comment gérer le risque. OK. Donc, ça va venir surtout avec les connaissances, mais en fait, non pas savoir comment gérer le risque, ne pas avoir peur du risque. OK. Donc, ne pas avoir peur du risque, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas un entrepreneur qui a jamais risqué quelque chose dans sa vie, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit les relations amicales, familiales, amoureuses, que ce soit... Donc, toujours avoir une analyse complète de où que tu mets ton temps, puis vraiment, le risque est extrêmement important parce que sans gros risque, tu n'as pas de gros résultats. 100%. Puis pour enchérir avec ce que tu dis jusqu'à aujourd'hui, tu sais, Elon Musk en achetant Twitter ou tu sais, avec ses nouvelles ventures qu'il va créer, ben, tout ça pour dire que ce soit Jeff Bezos, Mark Zuck, peu importe, jusqu'à aujourd'hui, ils prennent des risques. Ben, même Zuck, là, justement, j'écoutais une vidéo, puis il disait à quel point il a investi des milliards sur justement là, tout ce qui est 3D, les lunettes, puis tout ça. Puis, on s'entend qu'il n'a pas vendu encore il n'a pas eu un retour sur son investissement. Il prend un gros risque, mais ça va avec ce que tu dis. Big risk, bigger rewards. Exact. Non, écoute, c'est personnalités. C'est même pas ces personnalités-là, c'est personnalités publiques, mais ces gens-là les voient comme des owners de certaines entreprises. Moi, je les vois vraiment plus profondément comme je suis capable de relate à eux, dans le sens que est-ce que je vais faire autant des aussi gros accomplissements qu'eux? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais à la fin de la journée, on est tous dans la même game entrepreneuriale, puis ce qu'ils font, c'est juste motivant. C'est exact. Juste, moi, c'est pas, exemple, la nouvelle Tesla qui est sortie qui m'intéresse. Moi non plus. L'idée, elle est venue d'où? Et 100% moi aussi. C'est le processus, comment il s'est passé. Et comment il a fait pour se rendre là de A à B. Ça marche le risque qu'il a pris, puis tu réalises comme, j'ai pris ce risque-là, avec tous les milliards qu'il a investi, qu'il a bête. Exact. Puis c'est con parce qu'on va revenir à la question après, mais juste avec ça, tu sais, il n'était pas sûr non plus de son coût. À chaque fois qu'il y a une nouvelle invention, il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire « Oui, ça, c'est sûr. » Avec même SpaceX, là. C'est impossible. Il y a tellement d'essais-erreurs, il y a tellement d'argent injecté, de l'argent perdu. Mais à la fin de la journée, la personne reste avec une vision. Ça m'en allait à mon 3e point. Être visionnaire, qui vient aussi avec la confiance. Donc, être visionnaire puis avoir la confiance en ton potentiel. Donc, tu peux pas ne pas avoir confiance en toi puis entrer en entrepreneuriat parce que il y a des gens dans ce monde-là qui sont capables de voir un peu de manière simple de dire, un peu comme les pions, les wannabes. Puis il n'y a rien contre ça, au moins tu t'intéresses à quelque chose. Moi, je me dis, je suis quelqu'un de très optimiste, puis tant que tu es dans quelque chose où ça va me faire plaisir d'en parler, mais on est capable un peu d'analyser ce côté-là des gens. Mais quelqu'un qui est visionnaire, qui est capable de te vendre dans le futur et non vendre réellement quelque chose de présentement, mais vraiment te vendre le futur d'un certain projet ou de toi-même, c'est une énorme qualité que tu peux avoir. 100% d'accord.
où est-ce que les gens peuvent te suivre ou rentrer en contact avec toi s'ils veulent en savoir plus ou peut-être embarquer dans tes projets? Écoute, au personnel, c'est toujours, tu sais, j'ai mon compte personnel Instagram, Justin_Picard. Sinon, compagnie de vêtements qui va bientôt sortir, ça s'appelle Atelier by Blank sur Instagram. Sinon, on n'est pas énormément sur les réseaux sociaux. Mais toi, principalement? Moi, principalement, c'est vraiment Instagram. Puis un site web qui se finalise dans la prochaine semaine en ce moment pour Gestion Somax. Puis tu vois, ça j'aime ça, genre, parenthèse, là, mais tu vois, tu es parti de rien, tu crées, tu es déjà en train de monter une business, tu as même plusieurs business, tu as la compagnie de gestion, le compagnie de développement immobilier et justement ta compagnie de vêtements, puis tout ça sans site web. Puis tu vois, ça c'est ça l'affaire des entrepreneurs ou des entrepreneurs, souvent, ils attendent que ça soit parfait. Ouais. Ah, ben attends, j'ai pas mes cartes d'affaires. Ah, mais attends, j'ai pas mon logo. Ah, mais attends, j'ai pas mon site web, je peux pas commencer. Puis check-toi, t'es la preuve vivante à 21 ans, sans site web, puis t'es déjà en train d'accomplir des grandes choses. Sans publicité, sans rien, tout était du bouche à oreille. Même chose pour... serrer des mains. Les portes contre externes. Tout a été fait par... Je connais un propriétaire, il me mentionne son problème, je trouve une solution, puis son problème, la majorité du temps, c'est j'ai plus de temps et d'énergie pour gérer mes immeubles. Donc, j'offrais mes services. Boom! Et Justin, belle continuation. Puis, tu es sur une belle lancée. Puis, on va sûrement faire un part 2, ça, c'est sûr. Absolument. Merci beaucoup. Yes. Yes, au revoir. Boom, boom, boom. Et pour un jeune de 21 ans, là, avouez là, que il est inspirant, motivant. Puis même moi, à 42, je me dis, hey boy, qu'est-ce que j'attends? Donc, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous attendez? Regardez, pendant que vous êtes là, écrivez-moi dans les commentaires quelle est la partie de la vidéo qui a le plus résonné avec vous. Quelle partie de l'information que Justin nous a partagée, que vous savez que vous êtes comme, ok, tu sais quoi? Je suis capable de faire ça, je suis capable d'appliquer ça, je suis capable de passer à cette prochaine étape-là. Écrivez-moi dans les commentaires parce que vous savez que la vidéo n'est pas terminée, mais que la conversation se continue dans les commentaires. Pendant que vous êtes là, aimez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, si vous aimez les efforts, si vous aimez le contenu, si vous aimez les invités, la meilleure façon de me remercier et de nous remercier, même l'invité, c'est en vous abonnant à la chaîne. C'est uniquement de cette manière-là que je vais pouvoir changer les choses, qu'on va pouvoir grossir la communauté et faire des choses encore plus intéressantes, de sortir du virtuel vers le réel. Aussi, je vous le dis tout de suite, si ce n'est pas encore fait, je fais des événements et aussi je participe aussi dans des événements réseautage 5 à 7. Donc, allez dans les liens plus bas, vous allez avoir accès à tout ça. Les liens sur mes réseaux sociaux, les événements que je fais ou les événements que je participe. Et si vous voulez avoir une conversation avec moi, si vous voulez suivre mon cours, ma nouvelle formation en investissement immobilier, cliquez dans le lien plus bas, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, des pépites d'or, de l'information hyper pertinente, je vous suggère tout simplement de regarder une de ces 2 vidéos-là.